Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour le live des As. As pour quoi? Pour animateur sécu. Évidemment, live animé par Jean-Marc Galland, c'est moi et Mathias Pierglas. Bonjour Mathias. Salut Jean-Marc. Peut-être vous nous suivez sur YouTube, en live ou en replay. Bienvenue à vous. Peut-être vous êtes dans la réunion Zoom, vous devez être AS ou un truc similaire. Bienvenue aussi. Voilà, comme d'hab, vous pouvez vous exprimer sur le chat, sur le commentaire de YouTube. On fera remonter. Même rubrique que d'habitude, l'actu du réseau, l'actu de la Sécu, le Rex du mois. Aussi une interview, alors un petit peu particulière, hein, cette fois-ci. On n'aura pas d'invité en direct. On va parler ce soir du réseau des AS avec un certain nombre d'AS. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Donc on a pré-interviewé, Mathias a fait un boulot de dingue, un montage pas possible, et donc c'est ça qu'on a envie de partager avec vous ce soir. Mais avant ça, on démarre avec l'actu du réseau des AS. Mathias, où en est le réseau? Le réseau, il a subi une croissance phénoménale ce dernier mois, puisqu'on est passé de 238 AS à 253 depuis tout à l'heure, hein, puisqu'il y a deux AS qui se sont inscrits sur l'intranet fédéral depuis ce matin. Donc le réseau est constitué de 253 AS, dont 19 femmes, soit 7,5% des membres du réseau, ce qui est bien inférieur, il faut le dire, à la proportion des femmes dans la communauté des pratiquants du vol libre, et qui sont répartis en 182 structures, hein, les 253 AS. Hein. On rappelle qu'il y a 648 clubs, clubs, écoles, ligues et CDVL, et que donc on est vraiment au tout début du chemin. L'ambition d'ailleurs pour le réseau est d'arriver in fine à une structure, un AS, toute activité fédérale confondue, et le bilan aujourd'hui est pas si bon que ça, puisque pour les clubs, les trois quarts des clubs de moins de 50 licenciés n'ont pas encore d'AS, alors que c'est 40% des structures de plus de 100 licenciés qui n'ont pas non plus d'AS. Donc ça, c'est pour les clubs. Et puis les autres structures, en ce qui concerne les ligues, c'est guère mieux. Il y a les deux tiers des ligues qui n'ont pas d'AS de ligue et 90% des CDVL qui n'ont pas d'AS de CDVL. Ouais. Et puis, on ne parle absolument pas des commissions, des comités nationaux qui n'ont absolument aucun AS, d'accord? Et enfin, des structures de type pôle d'entraînement, genre pôle espoir, équipe de ligue, etc., eh ben, elles non plus, elles n'ont pas encore d'AS. Donc il y a encore plein de progrès à faire. Et Ouais, on va donc passer à la deuxième rubrique de ce live, plutôt, le coin du matos sécu. Donc on est très content, le réseau est en croissance, mais il y a encore un long chemin à faire. Oui, alors quoi du matos sécu? On doit cet accessoire à cross-country qui nous propose un miroir pour quoi faire. On le met au dos de la main, on fixe ça avec des élastiques un peu sur le gant, comme ça. C'est un miroir convexe, donc ça fait un champ large, mais à quoi ça peut bien servir ce bidule? Bah, vous avez peut-être deviné, c'est censé servir de rétroviseur. Et c'est censé être utile pour les gens qui pratiquent, bah, je sais pas, peut-être en compétition avec beaucoup de monde autour, pour avoir un œil sur les gens qui sont derrière. Bon, alors très honnêtement, on est un peu mitigé quant à, quant à l'utilité de ce gadget. On s'est même demandé, bah, c'est quoi la suite? Peut-être des clignotants ou des choses comme ça. Bon, mais en tout cas, c'est pas très cher. Donc, bah, après tout, n'hésitez pas si vous voulez avoir un rétroviseur sur le dos de la main. C'est Cross Country qui propose ça. Mathias, chiffre du mois, il s'agit de deux chiffres de proportion, un tiers et deux tiers. Raconte. Alors, comme il s'agit d'un live spécial sur le réseau des AS, eh ben, on revient sur le réseau. Un tiers des structures qui ont un AS, ça fait presque deux tiers des licenciés qui bénéficient d'un animateur sécurité dans leur structure, soit environ quand même 2000 licenciés supplémentaires par rapport à janvier, hein. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà. Donc Jean-Marc, cette fois-ci, c'est toi qui te colles la revue du web. Et ben, il va falloir que tu nous racontes ce que tu as trouvé. Oui, alors vous avez compris, hein, s'il n'y a qu'un tiers des structures qui ont un AS, mais ça fait deux tiers des licenciés, ça veut dire que les grosses structures, les gros clubs, ont plus d'AS que les petits clubs. Bon, bref, allez, on arrête avec les chiffres sur le réseau. Oui, actu du web, bah, la première ressource, bah, c'est une petite vidéo.
assez classique, hein. On la doit à un club du nord de la France qui s'appelle Razmote, sur une session de déharnachement en piscine, une session de simulation en fait, hein, d'amérissage ou en tout cas d'atterrissage dans l'eau. Donc si vous voulez au-dessus de l'eau, bah, c'est toujours très instructif, évidemment, c'est attesté. Ça fait du sens en termes d'accidentalité, hein. Je vous rappelle ou je vous apprends qu'on a eu 2 morts par noyade à la Fédé en 2023. On pourrait imaginer, hein, que ce type de session de simulation se répande, hein, un petit peu au même titre que les tyroliennes, par exemple. Une deuxième ressource maintenant, je crois que c'est un article dans Montagne Magazine qu'on a déjà cité dans ce live. Oui, absolument. Donc, Montagne Magazine a un gros article de synthèse sur l'accidentalité en alpinisme, article qu'on doit à Maud Van Poel, dont on a déjà évoqué le nom dans des lives précédents. Maud Van Poel, elle a consacré une thèse de doctorat à ce sujet, une thèse qui est cofinancée avec la Fondation Petzel, par ailleurs. Donc l'article qu'on vous propose, bah, il est riche, hein, il fait plusieurs pages et surtout il est pertinent pour nous. Il est notamment question de plein de choses, mais il est question de l'accidentalité des experts. Évidemment, ça nous parle dans le milieu du vol libre, avec ce dicton qu'on vous rappelle, si vous ne le connaissez pas. Expert, méfie-toi, l'avalanche ne sait pas que tu es un expert. Donc, évidemment, pour nous, on a le droit de remplacer avalanche par la masse d'air, mais c'est la même chose, le même problème. Évidemment. Donc une troisième ressource maintenant, il s'agit d'un podcast audio, une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Ouais, Ouais, ouais. absolument. Oui, alors donc c'est un podcast qui nous a été signalé par Dominique Lestan, qui nous écoute régulièrement, qui est moniteur, animateur sécu, qu'on salue. Le podcast, il s'appelle Vent debout. Il est assez récent. Il doit y avoir 5 6 épisodes, pas plus pour le moment. Alors, on vous recommande particulièrement un épisode sur la tyrannie de la performance dans le monde du sport. Il n'est pas titré comme ça, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça. Il y a 2 personnes interviewées, dont Yann Bornier, qui est guide de haute montagne et qui pointe en alpinisme l'obsession de faire le sommet, d'arriver au sommet. Donc, évidemment, c'est important, c'est intrinsèque à cette activité. Ce qui, dit Yann Bornier, rend totalement binaire l'activité. Soit on fait le sommet, soit on ne le fait pas. Et lui, justement, propose d'autres façons de pratiquer l'activité. On vous laisse découvrir cet entretien. Et évidemment, c'est particulièrement inspirant si on transpose ça au monde du vol libre qui nous intéresse plus directement. Mathias, on passe bah, au plat de résistance de ce live, donc interview un petit peu particulière, interview en différé. Raconte comment ça va se passer. Eh bien oui, Jean-Marc, aujourd'hui, on va adopter un format original d'interview, car on avait envie de vous faire découvrir de l'intérieur ce réseau des AS dont on vous parle chaque mois. Et on a réalisé donc de courtes interviews d'AS connus et puis d'autres de moins connus, hein. Et on leur a posé des questions qui vous permettront, on l'espère, de mieux comprendre ce que c'est que ce machin, hein, le réseau des AS. On est ravis d'avoir pu réunir avec nous Grégory L, Laurent Laval, Michael Moreno, Erwan Oliviero, François Pichard, Pascal Regem, Anaïs Serre, François Sinodinos et Sébastien Richard. Alors, ils sont tous animateurs sécu depuis plus ou moins longtemps et ils animent, à leur manière, leur communauté locale, la gestion des risques dans leur club et leur structure, et partagent tout cela dans le cadre du réseau des AS, avec tous les outils que ça comporte et dont on va parler maintenant. On va balayer en leur compagnie les grandes questions qui traversent leur mission, et si vous avez envie de réagir à ces interviews, n'hésitez pas, exprimez-vous dans le chat de YouTube ou de la réunion Zoom, et puis on fera remonter les questions, évidemment. Alors, première question, je crois que tu leur as posé, c'est tout simplement comment incarnez-vous votre rôle d'AS? Donc, en d'autres termes, comment ils font le job? Eh ben, je vous propose qu'on écoute ça. C'était vraiment, moi au sein du club, j'ai expliqué que j'ai rejoint la communauté des AS et bien évidemment animateur sécurité, non pas action sécurité, parce que voilà, c'est très très important pour une cohérence en fait et d'être. C'est souvent très difficile d'être sur un décollage, de voir les copains du club qui sont là, et puis il y a des choses qui, moi personnellement en fait, vont m'interpeller. Mais à côté de ça, c'est pas mon rôle en fait de venir leur dire si ça va ou si ça va pas. Mais en tout cas, ça permet de toujours le soir, le lendemain, de ramener un élément de discussion, un élément de compréhension et de débat autour d'un sujet qui,
Voilà, je veux dire, écoutez, en tant qu'animateur sécurité, je n'ai pas la réponse. Quelles sont, vos solutions? Quelles sont vos observations par rapport à tel ou tel type de situation? Je pense que l'animateur sécurité, comme c'est indiqué, c'est animateur, c'est-à-dire que on n'est pas forcément des sachants. Il peut y avoir des animateurs sécurité qui soient des sachants, mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les ressources chez les sachants pour que, effectivement, par exemple, le retour d'expérience puisse être fait avec, je dirais, un certain professionnalisme, ou si on parle d'autres aspects, comme on peut le traiter au niveau des lives des AS, je pense qu'il faut avoir recours à des spécialistes et ne pas se sentir considéré comme un spécialiste de la sécurité, mais seulement comme un animateur de la sécurité. Voilà. J'ai une vie bien remplie déjà, donc j'ai pas forcément énormément de temps à y consacrer, mais j'essaye de mettre mon nez un peu dedans quand même. Je le vois comme quelque chose d'assez simple en fait. C'est juste d'avoir un petit œil sur ce qui se passe dans le club, d'essayer de proposer des actions pour ce sujet-là. Et il y a une chose, moi, qui me travaille un peu ces derniers temps, c'est justement de briser un peu ce tabou, parce que c'est encore, malgré tout, un tabou de parler de sécurité dans le parapente. Je le ressens, moi, quand je propose des actions, parfois, j'ai pas forcément beaucoup de retours. Je sens que voilà, que c'est pas un sujet sur lequel il est facile de rassembler, de fédérer. Je suis pas non plus meilleur des AS pour ça, mais et voilà. Je pense qu'il y a encore un petit truc, une petite part de psychologie à trouver pour trouver les motivations pour attirer un peu les gens dans ce sens-là, quoi. Alors moi, je vole depuis 10 ans à peu près. Et il y a quelques années, j'ai commencé dans mon club à organiser des formations au premier secours civique de niveau 1, des PSC1. J'ai organisé des exercices avec les pompiers, avec différents services, on va dire publics comme EDF, où j'ai accroché des voiles dans des lignes de tension, où j'ai mis des parapentistes dans une piscine, où j'ai fait découvrir aux pompiers le paramoteur, le parapente, pour que lorsqu'ils interviennent, bah, ils connaissent le matériel. Et au fur et à mesure des années, donc, j'ai commencé à réaliser ces actions. Et un jour, j'ai eu un accident. Et là, en débriefant de mon accident, j'ai appris qu'il y avait des animateurs sécurité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je devrais faire, c'est parler de ce qui m'est arrivé, parler d'accidents, de sécurité, de faire des exercices. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans le réseau des animateurs sécurité. Et ben, du coup, donc moi, je suis animatrice sécurité depuis juste quelques mois, là, depuis le mois de janvier. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Donc, moi, mon rôle, bah, je le vois surtout, premièrement, dans la diffusion des informations au sein de mon club. Voilà, les informer sur ce que je reçois des AS, de la communauté des AS, et puis de ce que je reçois aussi de la Fédé, de la Ligue. Et après, bah, de mener des actions, comme on a déjà un petit peu pu faire, notamment faire des soirées retour d'expérience avec les membres de mon club. Voilà, et aussi qu'on organise chaque année des sessions secours sous tyrolienne. Et puis continuer de mener des petites actions comme ça. Je pratique l'écoute pour accéder à la mécanique cérébrale de l'autre, pour comprendre comment l'autre décide, comment il agit ou comment il agit pas. Et je pratique cette écoute à haute voix dans ma pratique, dans mon club, dans mon enseignement, pour que mon entourage du club s'imprègne de cette manie que je trouve bonne. Et puis, par ailleurs, pour ce qui est de l'approche des accidents, j'utilise vraiment cette approche pour échapper à l'attrait des seules causes apparentes. Voilà pour ce premier montage sur la façon de faire le job. Alors, ce qui frappe, bien sûr, c'est l'extraordinaire diversité, hein,
de la façon de faire le job, d'incarner le boulot. Alors, c'est pas un dysfonctionnement, c'est vraiment complètement assumé et voulu dans le dispositif des AS, qui n'est pas de fiches de poste précises de quoi faire parce qu'il y a une grande diversité évidemment des situations, des structures, des clubs et donc il faut de la créativité, il faut de l'adaptabilité, mais il faut pas nécessairement de structure rigide. C'est mieux comme ça, c'est plus riche et c'est plus créatif. Mathias, Eh ben deuxième ouais, question. oui, bah, deuxième question. Mais en fait, c'est à quoi ça sert ce réseau des AS, hein? Et c'est à quoi ça sert pour les AS et à quoi ça sert pour les autres, hein, pour les pratiquants? Le fait d'être AS tout seul dans son coin, ça n'a pas forcément une énorme efficacité. On peut mener des actions, mais l'intérêt, c'est justement de partager, d'avoir une vision multiple des actions qui sont menées, de pouvoir mener des actions en commun avec des clubs de proximité, ou en tout cas, enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un apport important que de connaître les différents AS et de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des informations sur les actions qui ont été menées, les retours d'expérience de ces actions, comment les mener dans notre environnement, puisque effectivement, selon l'environnement dans lequel on est, certaines actions peuvent être menées de manière un peu différente. Donc, je pense que vraiment, c'est un élément qui est favorable. Ensuite, je pense que si on veut avoir des AS dans les clubs, je pense que ça rassure un tout petit peu les personnes que de savoir qu'il y a d'autres qui ont de l'expérience, avec qui on peut échanger, que ce soit au niveau local des clubs de la même ligue ou que ce soit au niveau beaucoup plus large, au niveau national de l'ensemble des actions. Bah, vu que c'est tout nouveau, là, je viens de découvrir du coup le, le Discord avec le groupe. J'ai pas encore eu trop le temps de regarder. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'informations, donc je prends connaissance un peu de tout ça. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que oui, oui, au sein de la communauté des AS, il y a pas mal de choses intéressantes et je vais m'y pencher ces prochains mois pour, Ouais. pour faire avancer tout ça. Ouais. Et puis, je trouve que ce qui est très bien, c'est aussi le partage des ressources, hein. J'ai eu l'occasion de pouvoir en bénéficier, par exemple, pour présenter les AS lors de l'Assemblée générale de la Ligue de Normandie dernièrement. Il y a des outils, notamment d'analyse des facteurs non techniques. C'est des choses qui ne sont pas faciles à aborder. Et si on peut donner en même temps des outils que les pilotes peuvent utiliser, c'est quand même pas mal. Enfin, je pense vraiment que ce réseau, il a vraiment cette efficacité de pouvoir échanger et partager les expériences et les outils. Alors, ben, du point de vue de la FED, je pense que c'est une bonne petite toile d'araignée de pilotes potentiellement lambda et de pilotes aguerris, puisqu'il n'y a pas forcément de niveau de pilote requis pour être animateur sécurité, euh, qui anime le réseau, les clubs sur ce sujet-là, qui peut faire remonter aussi des informations importantes et qui peut se former de façon un peu plus pointue que le pilote lambda, justement pour transmettre des idées et des outils pour améliorer la sécurité dans notre pratique. Il y a il y a du boulot, il y aura toujours du boulot là-dedans, et je pense que c'est une bonne chose. Le rôle du réseau des AS au sein de la fédération, alors j'espère qu'effectivement, dans le temps, on va pouvoir le développer un peu plus. On va pouvoir parler de sécurité et d'accidents ouvertement au sein des clubs et, euh, et réussir à trouver des AS dans chaque structure, que ce soit des clubs, des CDVL, dans les ligues. Alors, je considère que le réseau des AS, c'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique pour la FFVL. Ce que j'aime bien, c'est ce développement qui est en train de se faire depuis quelque temps et la synergie de tous les profils
qui permet finalement d'avoir des ultra spécialistes et puis des plus novices. Et je considère que cette cohérence entre tout le groupe va permettre de créer de vrais sujets de discussion, de créer un vrai débat, et ce qui va nous permettre finalement d'aller vraiment de l'avant et de pouvoir être constructif dans des vraies actions à mener. Et ce côté un peu de la communauté AS va permettre de centraliser beaucoup d'éléments qui, enfin, on le voit hein, sur le Discord que l'on a de la communauté des AS. On va pouvoir vraiment optimiser tout le partage des connaissances et on va pouvoir échanger au sein de nos clubs, au sein de nos adhérents. Et ça m'est déjà arrivé de pouvoir aller directement un peu plus en profondeur avec certains AS pour aussi mon côté un peu personnel développer des connaissances et pouvoir les partager au niveau des membres de mon club. Ça apporte la notion du collectif. C'est bien de faire les choses chacun dans son coin, mais de savoir qu'on est dans le même bateau, dans la même galère, qu'on patauge dans la même sauce pour essayer de faire comprendre, de faire accepter que la Sécu, ça a une certaine valeur. Ça apporte beaucoup de choses. De savoir que dans la région même, la région Île-de-France et voire même Normandie, vu que nous on vole beaucoup là-bas, on a des gens qui pensent à peu près pareil que nous et qui peuvent nous aider à construire ensemble pour améliorer au sein des clubs, quoi. Par exemple, moi, j'ai essayé de mettre en place lors de la dernière AG du retour d'expérience suite à des accidents ou incidents au sein du club. Et là-dessus, bah, j'ai un AS de Normandie qui m'a pas mal aidé, puis qui m'a fait mon Rex à moi pour essayer de visualiser justement les outils alliance et le partage de connaissances de façon globale. On y voit que effectivement, le rôle du réseau des AS, il est très fort pour l'activité même des animateurs sécu, puisque le collectif est un vrai collectif qui crée des synergies, du partage, des partages de pratiques, d'idées, de ressources, mais aussi, il montre aussi comment effectivement notre activité peut permettre d'être pratiquée justement de manière collective. Et ça, c'est super important de ce côté-là. Et ça fonctionne un peu comme une maison témoin, hein, le réseau des AS, hein, par rapport à d'autres structures fédérales. Pourquoi il n'y aurait pas, par exemple, un réseau des présidents de clubs? Et oui, c'est une belle idée, hein, ce qu'introduit Julie là, le fait que le réseau, d'autres le regardent de l'extérieur et là, peut-être une exemplarité des choses à montrer. Bon, en tout cas, moi aussi, on en est persuadé aussi. Où est-ce qu'on en est? On en est à la troisième vidéo. Alors là, c'est le gros morceau. C'est la plus longue. Elle fait 11 minutes ou quelque chose comme ça, 11 minutes 20. Mathias, tu as posé la question suivante à ta brochette, à ta dizaine d'AS. Qu'est-ce que vous imaginez comme réforme Sécu qui aurait un impact positif sur l'accidentalité? On écoute ça. Et les grandes réformes, le SGS, j'espère que ça va vraiment accoucher de quelque chose de concret, parce que des idées, il y en a énormément, on en partage dans le réseau là, depuis maintenant quelques années. Il y en a une qui me tient à cœur. Pour l'instant, il ne s'est pas encore passé grand-chose, mais j'espère que il faut des sous, il faut de l'argent, hein, clairement. Donc il faut un investissement financier et un engagement politique de notre fédération hein, dans cet axe-là. Ce serait, comme je l'ai dit, de le structurer pour que on puisse capitaliser tout ça et qu'on arrive à mettre en place un système montant-descendant qui soit pas pyramidal, mais qui soit efficace, efficient. Donc aujourd'hui, tout est à faire en fait, et c'est un peu la richesse, l'opportunité de ce qui est devant nous là, c'est on a tout à faire. Donc on peut avoir des bonnes idées, essayer des trucs, peut-être se tromper, réessayer autre chose, confronter des idées, et c'est ça qui est très riche en fait, c'est que ouais, moi je peux avoir plein d'idées, mais pas forcément les bonnes, mais j'espère quelques-unes de bonnes quand même. Et c'est l'échange et le partage qui va faire on va faire un truc qui, je pense, peut être très intéressant pour tout le monde, quoi. Je m'intéresse aux accidents et principalement aux causes non techniques des accidents. Un truc creusé au niveau psychologie, dans le sens où l'exposition aux accidents, elle passe pas forcément par le niveau d'expérience. Et je pense que
c'est assez parlant, quoi, quand même, sur le fait que l'accidentalité, elle passe aussi par le niveau d'engagement et avec le problème du syndrome de l'expert, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un biais psychologique qui est pas assez abordé pour la sécu. Un truc à creuser là-dedans, pour aller toucher au bon endroit, quoi. Et puis le phénomène tabou aussi, pour moi, qui est encore présent, clairement. La première action que je verrais à mettre en place serait de multiplier les actions de sensibilisation à la compréhension du fonctionnement du cerveau. Le deuxième point, ce serait de faire en sorte que chacun prenne l'habitude de douter des certitudes que j'appellerais techniques. Donc les certitudes qui nous facilitent la vie et qui nous mettent qui nous mettent à l'aise avec nous-mêmes, avec notre conscience, et qu'on ne se contente pas des approches intuitives pour s'expliquer le monde, mais qu'on utilise une grille de lecture qui décrypte le cognitif. Les grosses réformes, pour moi, c'est la formation initiale et la formation continue. Clairement. Changer les mauvaises habitudes et puis augmenter le niveau de compétence, notamment sur les facteurs humains. Malheureusement, pas suffisamment, à mon avis, enseigné encore dans les écoles et puis après dans les clubs. Et puis la troisième action, depuis 2004, on publie les déclarations d'accident. Et ce que j'espère, c'est qu'on pourra examiner ces déclarations d'accident autrement pour se constituer une base de données d'un autre type, une base plus qualitative que statistique. Et puis, enfin, se servir de tout ça pour la formation des pilotes et évidemment pour la formation en amont des moniteurs qui formeront nos pilotes. Moi, ce que j'aimerais voir en école, c'est plus en école d'aborder les facteurs humains. Il y a des choses sur des questions essentielles qu'il faut se poser, c'est pourquoi on vole, la motivation. Est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèque ou d'extrinsèque? Est-ce que je vole pour faire plaisir à mes copains? Est-ce que je vole pour mon propre plaisir? Est-ce que je vole parce que j'ai envie de battre les autres? Voilà, ça, poser la motivation, pourquoi je vole, quoi. Ça permet de comprendre énormément de choses. Après, il y a quelque chose de très simple aussi à mettre en place et à divulguer en termes pareil, hein, quand tu te formes au facteur humain dans ton cursus de formation, c'est l'orchestre neuronal. Qu'est-ce qui gouverne? Qu'est-ce qui prend la décision? La prise de décision, c'est quelque chose qui est hyper important. Pourquoi je décide et qui décide dans ma tête, quoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon petit réflexe archaïque derrière? Est-ce que c'est mon ego qui parle? Est-ce que voilà, essayer de se comprendre cet orchestre neuronal qu'on dissèque très très bien en sciences neurocognitives aujourd'hui. Voilà quoi. Et pourquoi est-ce que tu agis ou est-ce que tu réagis? Il y a une grosse différence à faire, quoi. Et puis la gestion du stress. Mais moi, j'ai vu quelqu'un là qui était très bien, un pilote qui est venu nous former à Airvo. Il nous a parlé de qui prend un peu la décision, qui gouverne, comment ça se passe le stress. Bah, ça, c'est important de pouvoir reconnaître son stress. Il y en a 3 types, hein, la fuite, la lutte, l'inhibition. Ça vient de tous les travaux d'Henri Laborie. On sait comment apprendre à le gérer. Voilà, ça, c'est des choses pour moi. La première des choses sur les facteurs humains essentiels, c'est motivation, l'orchestre neuronal et la gestion du stress. Après, toujours en école, tu as tous les facteurs externes. Là, on parlait des facteurs internes, mais les facteurs externes, c'est l'environnement et ton équipement. Moi, je vois, bon, ça, je l'ai vécu, hein, des pilotes qui arrivent, l'aile n'est pas révisée, le parachute, ils ne l'ont jamais sorti. Tu vois, c'est des conneries, mais bon, voilà, un parachute, ça se déplie, on apprend à le replier, on fait gaffe de rien oublier. Parce que bah, s'il ne s'ouvre pas, c'est quand même ta vie qui est au bout, quoi. Donc, je pense qu'il y a une légèreté et il n'y a pas assez de prise de conscience que bah, l'équipement, c'est super important. Donc, ouais, donc moi, ça fait 1 an que je suis à S. Et en fait, au sein de mon club, au niveau retour d'expérience, il n'y avait rien. Donc, on faisait ça de façon un petit peu pas à l'arrache, mais au petit bonheur. Donc retour à chaud, etc. Lors de la dernière AG en début d'année, j'ai exprimé le besoin de mettre en place un retour d'expérience formalisé avec un retour à froid en plusieurs étapes, etc. Et les gars étaient plutôt pour, donc c'était une bonne chose. Et du coup, dans ce réseau des AS, donc j'ai un AS de Normandie qui m'a aidé à faire le document, puis qui a fait mon retour d'expérience sur l'un de mes accidents. Et donc, ce qui m'a permis d'affiner un petit peu la manière de faire du retour d'expérience à chaud, à froid, à tiède avec les usagers, quoi.
Ouais, alors une action que j'ai réalisée au sein du club, on avait des soucis de pilotes qui finissaient dans les lignes électriques, hein. Ça arrivait plusieurs fois sur notre site. Et du coup, on a été contacté par la régie qui s'occupe du réseau électrique autour du site. Et voilà, en travaillant avec eux, eh ben, on a réussi à mettre en place des panneaux pour bien signaler les lignes électriques, les différents points dangereux et puis les risques pour les pilotes. On a mis ça à l'atterrissage et au décollage. Et donc ça s'est fait en collaboration avec cette société qui a financé les panneaux. Donc voilà, entre la partie sécurité AS au sein du club et la régie, ben, on a réussi à travailler ensemble pour informer les utilisateurs. Et depuis, on n'a pas eu d'autres cas de pilotes qui finissaient dans les lignes. Donc voilà, je pense que c'est une action qui a été assez simple à mettre en œuvre, mais qui est fort utile, je pense. Au niveau des plages, on met des drapeaux, tu sais, puis il y a un drapeau jaune, un drapeau rouge, c'est tout con, hein, et un drapeau noir, quoi. C'est comme les pistes de ski, pareil, les rouges, les vertes. Il faudrait classer, quand tu arrives sur un site, bah, aujourd'hui, c'est une journée rouge. Donc, ou tu es très bon et tu peux y aller, ou tu n'es pas bon, bah, reste. Regarde les autres, tu apprends beaucoup à observer, quoi. Tu vois, c'est juste une manche à air, hein, juste un drapeau, quoi. Et je pense que comme j'ai vu des régulateurs de sites, je me suis dit, tiens, il y a des régulateurs. C'est pas con que s'il y a un régulateur de site, je pense à Annecy où j'étais faire des cives, voilà, c'est si tu n'as pas un régulateur et quelqu'un et puis ils te mettent la pression derrière, tu vois. Aussi, une autre partie qui me tient à cœur, et puis bon, on est impliqué pas mal là-dedans, c'est pour essayer d'améliorer la retrouvabilité. On en a parlé pas mal au dernier congrès de la FFVL, hein, sur la sécurité. Et en plus d'avoir maintenant la possibilité d'être en live tracking sur le site de la FFVL, eh bien, on avait pensé avoir un système simple pour essayer d'améliorer la retrouvabilité. Et on a contacté la société Reco qui fabrique des réflecteurs, comme vous le savez, d'abord pour les avalanches, mais maintenant ils sont en train d'étendre cela pour les sports à outdoor. Et donc, voilà, on est en train de mettre en place une collaboration, on essaye de mettre ça en place pour pouvoir offrir aux licenciés de la FFVL des réflecteurs à bas coût que l'on peut placer sur le casque ou sur sa sellette. Et c'est un système qui est tout simple, il n'y a pas besoin de piles, il n'y a rien, pas d'abonnement, il n'y a rien du tout. Et ça peut être un système très simple pour pouvoir retrouver les personnes quand elles sont perdues. Une action que j'aimerais bien développer dans mon club, effectivement, c'est ces fameux exercices, parce que j'en ai réalisé 2, et il y a des pilotes très aguerris qui ont fait de la compétition, qui ont été au championnat de France, voilà, qui sont au sein de mon club, et qui, le jour où se sont retrouvés dans l'eau, dans une sellette, ça n'était jamais arrivé, eh ben, ils n'ont pas réussi à s'en sortir, ils ont paniqué, on a dû aller les chercher. Donc, de ce point de vue-là, je me dis, ben, en fait, clairement, il manque un peu d'expérience, d'exercice sur ce point-là. Et j'aimerais bien développer ces exercices. La seule chose, c'est qu'il faut avoir des voiles, bien sûr, qu'on peut mettre dans de l'eau chlorée. Il faut avoir les personnes du secteur qui nous autorisent à aller dans une piscine avec du matériel qui n'est pas propre en soi. On ne peut pas la passer dans la machine à laver, hein. Donc, peut-être développer ça, mais dans des structures officialisées. Il y a des G-Force qui existent, il y a des choses qui existent au sein de la FFVL. Ben, pourquoi pas une piscine nationale où on pourrait tous se jeter dedans avec, avec une sellette, avec du matériel réservé pour ça. Pourquoi pas avoir des poteaux où on peut accrocher des parapentistes et voir ce que ça fait de rester pendu 1 heure. Il y a le fameux syndrome du harnais qui existe, hein, donc voilà, voir ce que ça fait de rester pendu 1 heure dans les arbres, hein, en attendant les secours. Donc voilà, ce type d'exercice, moi, ça me tient à cœur, j'en fais chaque année, et puis j'aimerais bien développer ça au sein de mon club. Après, les moyens, c'est clair, j'ai pas beaucoup de voiles que je peux mettre dans l'eau, quoi. Oui, on va pas en faire une synthèse, mais un petit peu à chaud là comme ça.
Il y a des projets ponctuels, hein, simulation, la piscine, l'idée de la piscine nationale pour les parapentistes, c'est une belle idée, je trouve, hein, qu'on doit à Michael. Et puis, il y a des thèmes plus généraux qui reviennent. Alors, sans surprise, il y a des choses autour de la culture, du retour d'expérience à développer. Évidemment, on est en retard dans le milieu. D'ailleurs, on va essayer de faire un live consacré à ça, sur qu'est-ce que c'est qu'un bon retour d'expérience ou des bons retours d'expérience, parce qu'il y en a plusieurs formes possibles. Il y a évidemment un gros thème qui ressort dans la bouche de plusieurs AS, hein, c'est le thème des facteurs non techniques, en formation initiale et en formation continue. On sait bien qu'on a également du chemin à parcourir là-dessus. Mathias, n'hésite pas à m'interrompre, à compléter, à rebondir. Quoi d'autre? Ah oui, je crois qu'on a une question sur YouTube. La question, Exactement. c'est est-ce Est-ce que le que... Discord des AS est accessible à tous? Alors Mathias, est-ce qu'il est Eh ben, accessible à tous, le Discord des AS? eh ben non. Si tu as besoin d'avoir accès ou si tu as envie d'avoir accès au Discord des AS et du réseau, eh ben, il faut devenir AS. Voilà, c'est hyper simple, il suffit de contacter ta structure pour te faire enregistrer en tant qu'AS. Et voilà, et ça fait pas mal, et ça va bien se passer, et tu seras le bienvenu sur le Discord des AS, qui est vraiment un endroit entre AS où on discute de problématiques d'animateur sécu. Donc voilà pourquoi c'est un endroit qui leur est réservé. Qu'est-ce qu'on fait, Mathias? Tu veux Bah, rebondir sur un certain nombre de choses ouais, qui je ont veux été bien dites? rebondir, juste préciser que le point abordé par Erwan sur Reco eh ben, va être en fait un point qu'on va traiter dans le prochain live. En fait, c'est le live du mois de mars, il me semble. Et donc voilà, la question du live tracking, de la retrouvabilité et toutes ces questions-là, ça sera le sujet du prochain live. Voilà, petite annonce qui va bien. On va passer peut-être à la vidéo suivante. Et là, on est parti. J'avais posé une question qui était plus prospective, hein, puisqu'il s'agissait pour les AS de parler de comment ils voyaient le vol libre dans 20 ans. Alors, Accrochez-vous, c'est pas long. 2 minutes c'est 04 voilà. de 20 ans, le volume dans 20 ans. Dans 20 ans, c'est un rêve utopique, bien sûr, ce serait zéro accident mortel. Et puis des accidents graves, un minimum possible, avec un maximum de plaisir, des voiles qui ne ferment pas, des pilotes qui sont au top de leurs compétences de pilotage, mais aussi de leurs compétences mentales et physiques, physiologiques. J'ai commencé il y a 10 ans et le vol libre, c'est vrai que bon, le matériel évolue très, 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 très rapidement. On est sur des voiles en 2 lignes, des monosurfaces, des voiles de plus en plus petites, de plus en plus légères. Après, je pense qu'à un moment, on va stagner effectivement sur l'évolution du matériel. Je pense que l'activité va encore prendre de l'ampleur. Je pense qu'on l'a vu ces dernières années, il y a de plus en plus de monde à pratiquer. L'attractivité de notre sport, ça va augmenter. On va avoir de plus en plus de licenciés parce que c'est un sport quand même qui est plaisant. On est en l'air, on est tout seul, c'est calme. Donc, je pense qu'on va être de plus en plus de licenciés et qu'il va falloir peut-être un peu plus cadrer la chose. Nos thématiques de sécurité qu'on aborde ici au réseau des AS sera encore plus prédominant. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour améliorer cette partie-là. Donc, je vois une augmentation de l'activité et puis j'espère une augmentation aussi de nos capacités à gérer la sécurité et à améliorer tout ça ensemble. Qu'on puisse voler sereinement. Moi, de mon point de vue aujourd'hui, il y a un problème, c'est le pilote qui vieillit, qui a du mal aussi à descendre un petit peu en gamme et à renoncer parfois, alors qu'avant il y allait, et maintenant il faut plutôt qu'il renonce parce que ses compétences, malheureusement, sont amoindries par les années qui passent. Car dans l'accidentologie des pilotes de plus de 50-60 ans, masculins, expérimentés. Donc j'espère que dans 20 ans, ouais, les vieux pilotes, peut-être de 80 ans, seront encore de très très bons pilotes. Ils n'auront pas d'accidents graves et notamment des accidents mortels. Et voilà. On a un très joli commentaire dans la réunion Zoom. Dans Ouais, 20 ans, il n'y aura plus de pétrole, donc il n'y aura plus de tissu de de parapente. parapente. Donc on ne se préoccupera plus du futur du vol libre, parce que ça ne sera que du passé. Bon, bah voilà, plein de choses, hein. Sans surprise, un souhait assez général qu'on se
se dépatouille de cette accidentalité qui est inacceptable. Peut-être, Mathias, si j'ai envie de te retourner la question, et toi, le vol libre dans 20 ans, tu le vois comment? Eh ben, écoute, moi, je suis assez optimiste. Je me dis que ça sera une pratique plus vertueuse, plus responsable et plus consciente aussi de l'activité la super belle activité qu'on pratique. Euh, voilà, bah, je te renvoie la question. Toi, tu penses quoi du vol libre dans 20 ans, Jean-Marc? Alors, si tu veux, voilà, on se donne rendez-vous dans 20 ans, hein. Euh, J'espère qu'on sera euh, toujours vivant. C'est toujours là. ouais, on sera des vieux On sera pilotes, vieux, hein, on sera vieux. comme bon, on l'a déjà un peu, mais on sera des vieux pilotes, comme Laurent l'a pointé, le problème de l'accidentalité des pilotes qui vieillissent. Bon, non, alors, moi, honnêtement, j'ai une crainte, c'est que dans 20 ans, ce soit pas si différent que maintenant. En tout cas, en termes de sécu, ce qui nous préoccupe dans le réseau. Et bah, j'ai un souhait quand même, c'est qu'en fait, l'activité arrive à maturité, parce que l'activité, on reste une activité jeune, hein, qu'elle se dégage de ses origines du monde de la montagne, avec son rapport à l'engagement, son rapport au risque, hein. On vous renvoie au live précédent qui était absolument éclairant là-dessus, hein. Live intitulé Face à la mort. Donc que ça se dégage un petit peu de ces origines-là pour aller plus vers tout simplement vers la culture aéronautique. Euh, voilà, le vol libre, c'est une activité aéronautique qui doit être traitée comme telle. Donc, en tout cas, moi, c'est mon souhait pour que dans 20 ans, on soit meilleur en termes de sécu et qu'on puisse continuer à pratiquer avec grand plaisir et beaucoup moins d'accidents. On a encore une dernière vidéo, Mathias, c'est bien ça? Eh oui, tu veux l'introduire, non? Ouais, ben c'était donc là, tu leur as demandé. Ah oui, ça, bien sûr, pardon, c'est la vidéo pour donner envie de devenir S. Allez, on écoute tout de suite, ça fait 3 minutes. L'idée, c'est de susciter l'envie, en fait, de devenir AS. Mais déjà, il faut que la démarche, elle soit personnelle, en fait. Il faut qu'il y ait un attrait pour la sécurité, pour la gestion des risques. Et l'idée, après, déjà de le faire pour soi et ensuite de le partager pour les autres, pour la communauté. Moi, c'est vraiment dans cette démarche-là, aujourd'hui, que je suis devenu AS. On va pouvoir parler de sécurité et d'accidents ouvertement au sein des clubs et, euh, et réussir à trouver des AS dans chaque structure, que ce soit des clubs, des CDVL, dans les ligues et à la FFVL, hein, également. Après, c'est vrai que le boulot des AS, il est intéressant pour ça, c'est que chacun peut amener ce qu'il veut et ce qu'il peut. Déjà, je pense que ça peut apporter du point de vue personnel. Parce que je pense on se pose tous des questions, normalement, si on est un pilote qui s'intéresse à son activité, des questionnements, voilà, et c'est que comme ça qu'on progresse. Et on n'a pas toutes les réponses, notamment en termes de gestion des risques, accidentologie, et le fait d'être dans le réseau, il y a un partage d'informations, de rétex, de ressources. Et moi, depuis que je suis AS, j'ai encore appris beaucoup de choses, justement, par le collectif et le partage d'informations. Et aussi dans le club, parce que pour le coup, dans notre club, on a un groupe Discord également, avec différents salons. Et on a un salon qui traite de la gestion du risque, sécurité et rétex. Et au début, j'étais un petit peu tout seul sur le salon, et puis maintenant, tout le monde s'autorise, entre guillemets, à mettre des messages, à partager des choses. Et je me sens un peu moins seul parce que je suis AS, ouais, entre guillemets, officiel sur le papier. Parce que comme je l'ai dit quand j'ai fait le live des As, hein, moi j'étais président, le dispositif s'est mis en place et j'ai mis mon nom dans la case parce que je suis dans un milieu d'activité professionnelle où la sécurité c'est au cœur de mon métier. Donc ça me paraissait assez logique de faire des parallèles avec l'activité loisir et il y a plein de choses qui viennent naturellement et aujourd'hui que j'ai envie de transposer de l'un vers l'autre, quoi. Mais également du parapente vers le côté professionnel. Je vois le côté connaissance de soi qu'il y a au centre de la rosace des facteurs non techniques. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui rebondit en fait sur mon côté pro, quoi. Donc il y a des passerelles dans les deux sens, c'est intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui m'occupe beaucoup, une structure, un AS. Moi, aujourd'hui, j'étais AS d'un club, je suis devenu AS de 2 clubs, je suis devenu AS d'un CDVL, je suis maintenant AS d'une ligue. Et j'essaye de créer une dynamique pour au niveau de mon CDVL,
mettre en place ou susciter de l'intérêt pour avoir un AS dans chaque club. Et j'essaye au niveau de la ligue de susciter aussi la même dynamique au sein de chaque CDVL pour avoir un AS au sein de chaque CDVL qui fasse entre guillemets la même chose, quoi. Et Et voilà. voilà, c'est terminé pour ce dernier montage. Mathis, on a une question YouTube, je crois, pendant Ouais, une question la vidéo. qui est pas complètement en lien avec les dernières vidéos, mais on a parlé un tout petit peu de la SIGR, la SIGR, la stratégie individuelle de gestion des risques, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur tous vos intranets individuels des pilotes, hein, donc sur le site fédéral. Et la question a été adressée par Nora, qui apparemment pratique deux activités, parapente et delta. Et si c'est donc bien dommage de ne pas pouvoir faire une sigre parapente et une sigre delta. Et ben c'est noté. Et je pense que l'implémentation va être réalisée dans un futur proche. Donc merci d'avoir fait remonter cette info hyper importante, Nora. Ok, Et et vous avez alors, peut-être remarqué que nous n'avons pas évoqué la manière de devenir AS en fait dans ce live, alors que c'est quand même l'objet de ce live, non? C'est ça? Et donc, ben, pour être AS, petit gimmick de chacun des lives, et ben, pas besoin d'une AG, on peut le devenir quand on veut, on peut avoir autant d'AS, hein, d'animateurs sécurité qu'on veut dans une structure fédérale. Et j'insiste sur toutes les structures fédérales, clubs, CDVL, ligues, commissions, comités nationaux, parapente, Delta, Kite. Le tout, c'est de se faire inscrire sur l'intranet fédéral en tant qu'animateur sécurité. Normalement, c'est juste un menu déroulant. Et dès que vous êtes inscrit, vous allez avoir accès à tout un monde incroyable avec une nouvelle en-tête sur votre intranet fédéral qui vous donnera l'accès à plein de ressources comme le réseau Discord des AS dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a un vrai avantage à devenir AS. Il faut franchir le pas. je suis sûr que ça vous manquait, hein, le marronnier du live. Comment on devient AS? Donc, non, évidemment, on n'allait pas y échapper, spécialement pour ce live-là. Et peut-être, oui, commentaire sur le dernier extrait de vidéo qu'on a entendu, et spécialement, je crois que c'est Sébastien qui dit, bah, eh oui, en fait, moi, depuis que je suis AS, j'ai appris un certain nombre de choses que j'ai pu transposer dans mon boulot. Donc ça pointe bien une chose, hein, à travers cet exemple-là, c'est que eh ben, c'est pas que un sacrifice de devenir AS, c'est pas que un sacerdoce. Évidemment, c'est une bonne façon de progresser soi-même dans sa pratique, probablement, à l'évidence, mais aussi, pourquoi pas, hors de sa pratique, comme Sébastien, dans son milieu professionnel. Eh bien, on va conclure cette interview d'un nouveau type, hein, un peu à la fois asynchrone et synchrone. C'est intéressant comme format. On espère que vous connaissez maintenant un peu mieux ce qu'est le réseau des AS et en quoi il est utile pour la communauté et puis aussi pour vous, hein, et que cela vous aura donné surtout envie de rejoindre ce réseau. Un grand merci à tous les AS qui font vivre la gestion des risques dans la Fédération française de vol libre. Voilà. Ah bah, surtout un grand merci à toi, Mathias, pour cet énorme boulot d'interview et puis de montage vidéo derrière, des rushs et tout. Super. Donc, on passe à l'avant-dernière rubrique du live. On revient au format traditionnel. Et ben, il va être encore question d'AS, mais cette fois-ci, c'est la rubrique de l'AS du mois. On a le plaisir d'avoir avec nous Pierre Baudran des Ticodromes. Pierre, si tu peux rallumer micro et caméra, qu'on te voit et qu'on t'entende. Salut Pierre. Salut à tout le monde. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'accepter l'exercice. Donc le jeu, tu le connais, c'est de te soumettre à des questions tout à fait standards. Première question, les Ticodromes, où est ton club? Alors, les Ticodromes, donc, hormis le fait que c'est un oiseau, c'est un club dromois qui est basé plutôt dans le bassin valentinois. Donc, on va essentiellement sur le Vercors ouest. C'est un vieux club qui a été monté en 86 et qui est devenu club école en 87 jusqu'à la fin des années 90. On enseignait sur un de nos sites stars qui était le site de Couspo vers le synclinal de Sous, vers les Trois-Becs pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est un club qui compte 150 licenciés à l'heure Très actuelle. bien.
Alors, donc c'était là, voilà, tu as Tu as répondu à une question que je n'ai pas posée, mais c'est très bien. Pas de tu as problème. empiété sur la question suivante. On passe direct à la troisième question. La pratique des membres du club, qu'est-ce qu'ils pratiquent, tous ces ticodromes? Eh bien, avec 150 personnes, c'est divers et varié, hein. Donc, on a sur ces dernières années beaucoup de nouvelles, nouveaux arrivants, donc de tout niveau, des piou-piou, pas mal de gens qui font de la marche et vol, qui font du cross, de l'accro. On a aussi des cadors de la discipline, on a des recordman, on a Antoine Girard qui est dans notre club, on a aussi des compétiteurs nationaux, internationaux, on a Sébastien Tourner qui va d'ailleurs porter la flamme olympique en parapente Ah ouais? au printemps prochain, une première mondiale. Donc Trop bien. voilà, c'est très très varié. Et toi, alors tu voles depuis quand? Avec quelle aile? Moi, je vole depuis 2018. Ouais, cursus normal de parapentiste, vol de site, après thermique, sortir du bocal et puis petit à petit vers le cross. Moi, je vole actuellement avec une Volte 4 et j'ai une pratique essentiellement cross, pas mal de vol rando en hiver et puis un peu de compétition. Sport. Un truc que tu adores en parapente. Un truc que j'adore en parapente, bah, il y a tellement de choses que j'adore en parapente, je dirais tout. Si on est là, c'est qu'on est, on a ça dans la peau. Donc voilà, le fait de juste décoller ses pieds du sol, le fait d'enrouler un thermique avec des oiseaux, enfin voilà, enfin faut pas oublier que bah, c'est quand même un des sports aéronautiques les plus accessibles en termes de budget d'apprentissage. Et on vole avec un petit bout de tissu et c'est incroyable, quoi. Et Donc un j'aime truc. tout. Oh bah nickel. Et un truc que tu détestes en parapente? Bah, comme Presque j'aime plus tout, je grand-chose. déteste rien. Mais, mais non, il n'y a rien il y a rien qui peut être détestable en parapente. Après, il y a, voilà, il y a des choses à faire à évoluer, des questions, je dirais, limite sociétales. Enfin, si je prenais mon exemple à moi, je me bats toujours un peu contre moi-même, contre un peu cette recherche. Ben, on en parlait au cours de l'émission de la performance. Et c'est vrai que des fois, à travers cette vision-là de la performance, eh ben, on en oublie l'essentiel qui est de voler, tout simplement. C'est-à-dire que on va pas être content quand on va plouffer, on va pas être content parce qu'on n'a pas bouclé notre triangle effailli. Ou, vous en avez parlé il y a quelques temps. Euh, il y a Johanna Nobili qui avait créé le magazine Carnet d'aventure, qui en parlait dans un petit pamphlet, La légèreté du parapente. Et c'est vrai que c'est complètement ahurissant de pas être content, par exemple, si on fait 198 km au lieu de 200 km. Ça n'a pas de sens. Moi, je me bats un peu contre moi-même sur ça, quoi. Voilà. Ok, merci de cet aveu public. Je pense qu'on est nombreux à se battre avec ce petit diable. Qu'est-ce qui t'a amené à être animateur sécu? Ce qui m'a amené à être animateur de sécurité, bah moi, je voulais m'investir plus dans mon club. Puis je me suis rendu compte que la sécurité, au final, ça touche tous les sujets de notre discipline. Donc, ça me permettait de piocher dans divers sujets. Puis, animateur sécurité, parce que, bah, comme vous l'avez dit dans l'émission, tout le monde peut l'être. Il n'y a pas besoin de formation. C'est accessible et puis ça donne accès à énormément d'informations que nous, après, on peut retranscrire à nos adhérents. Donc, voilà, c'est la richesse de ce qui a été mis en place dans le réseau qui m'a intéressé, quoi. Bon, une action que tu as testée et dont tu es content à propos de ton Bah, rôle des dans l'émission. actions, on en fait plein. Enfin, voilà, là, moi, j'ai la casquette animateur sécurité, mais il y a plein d'animateurs sécurité dans le club, plein de bénévoles. Donc, on utilise à fond tout ce qui est les stages voler mieux. On a une politique d'accompagnement sur les cives au niveau du budget, au niveau des aides assez importantes. Dernièrement, bah, si on a fait des soirées Rex et puis j'ai fait également une soirée CIGRE. Donc voilà, comment on met en place sa stratégie individuelle de gestion des risques et comment la met via aussi
sur le site intranet, quoi. Comment on accède à ça sur sa page intranet, pardon. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS? Euh, non, non, pas spécialement. La sécurité chez nous, c'est un sujet dont on parle bien. On a aussi un Discord sur lequel on a mis un onglet sécurité et tout le monde y va. Enfin, tout le monde apporte ses propres billes sur ce thème-là. Il n'y a pas de difficulté particulière. Après, c'est vrai que bah, c'est comment animer ça et c'est pas facile tout le temps d'amener des choses pertinentes et utiles à tout le monde. Justement, est-ce que tu aurais un projet d'action qui te tient à cœur et que tu aimerais bien développer pour le... Oui, là, on a un projet d'action en place avec le SDIS, la section montagne des sapeurs-pompiers de la Drôme. Donc sur un atelier, une mise en situation à brissage. Donc ça se fera sur une journée avec une vieille voile déchirée dans les arbres, une sellette et bah voilà comment on se sécurise, comment on fait attention avec sa voile si un hélicoptère arrive, qu'est-ce que ça engage en termes de secours quand ce genre d'incident nous arrive. Ça c'est une action qui me tient à cœur et qui va avoir lieu au printemps. Ok, merci Pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Bah, c'est juste une petite chose, si je peux faire un petit peu de pub pour mon club. On organise une compétition de marche et vol au printemps prochain amicale. Donc voilà, il y a pas de pression. C'est pas une compétition, c'est une compétition pour rigoler. Vous pourrez aller voir, ça s'appelle la Batouche-Foncelle. C'est le 18 et 19 mai. Il y a plein de petites règles rigolotes. Il y a possibilité d'avoir du taxi bivouac, possibilité de se faire masser à l'arrivée. Enfin, je vous laisse découvrir ça. N'hésitez pas à vous inscrire. Il reste 5-6 places, je crois. Ouais, Ah, donc tu plutôt l'as bien plaisir que vendu, là. performance. Ouais, c'est Le excellent. massage à l'arrivée. Ouais. Bah, merci beaucoup Pierre. Merci à Super vous. promotion de cette petite compétition amicale. Dernière séquence de ce live. Jean-Marc, il me semble qu'il y a un Rex du mois que tu voudrais nous communiquer. Oui, oui, donc il s'agit de deux accidents dont on a pas mal parlé sur les réseaux, et peut-être il y en a même un dont la vidéo circule. C'est deux accidents qui se sont passés le même jour, enfin en tout cas je crois le même week-end, c'était le 17 et 18 février dernier. À Valouise, il s'agit de deux accidents un peu similaires, mais différents. Similaires parce que c'est des pertes de contrôle près du relief suite à des turbulences. Différents parce que, en fait, le profil des pilotes touchés est assez différent. On a un pilote plutôt en début de progression, pas tout débutant, mais un pilote en début de progression, victime, blessé. Et puis, le deuxième pilote, lui, par contre, très expérimenté, ultra expérimenté même, qui essayait une voile de ligne END. Donc, bon, voilà, lui aussi blessé. Donc, évidemment, on souhaite très bon rétablissement à ces deux pilotes. Deux leçons à tirer au moins de ces accidents. La première, c'est que on vous apprend rien, mais on est tous fragiles en conditions turbulentes près du relief, quel que soit notre niveau de pilotage, qu'on soit expérimenté ou pas, la masse d'air ne fait pas la différence. Et puis peut-être la deuxième leçon, leçon aérologique, on est le 17 et le 18 février, ça se passe à ce moment-là, donc énormément de commentaires qui parlent de printemps précoce. En tout cas, il y avait des conditions aérologiques très similaires à ce qui peut se passer au printemps, au milieu du mois de février. Voilà, donc attention, le printemps est là. Et oui, le live est donc terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver fin mars, mais j'ai pas la date. Il me semble que c'est le 20. Non, je sais pas. Voilà, j'ai pas la Voilà, date. Mais bon, bientôt en voilà, on vous mars. dira. On vous dira. Ouais, je crois qu'on a un peu déplacé la date.
pour Ouais, ce voilà. sera donc un Voilà. live consacré aux questions de live tracking. On essaiera de faire le tour un petit peu des offres existantes. On vous parlera aussi du système qui a mis en place l'AFFL pour essayer de centraliser les différentes solutions de live tracking utilisées par les différents pilotes. Donc, il y en a des très nombreuses. Donc, voilà, rendez-vous est pris. Suivez la communication fédérale. On vous donnera la date. Ce sera en mars. C'est sûr. Bon, bah, d'ici là, comme d'habitude, hein, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les faire remonter, des idées de thèmes ou des idées d'invités, ou si vous avez envie d'être invité. Écrivez-nous à live des as tout attaché @ffvl.fr. Salut Mathias, encore bravo et merci pour ce live spécial. Ouais, non, mais merci à toi, Jean-Marc, et salut à toi, et puis salut à tous. À bientôt, ciao. À bientôt, ciao.